Voilà, la question, mon rapport à la formation, certains le connaissent bien, j'ai enseigné longtemps. J'ai aussi travaillé pendant de nombreuses années pour Médiat, le centre de formation, le CRF-CB, Rhône-Alpes. Et puis, voilà, pour mémoire, par exemple, et pour dire que notre thématique, elle est loin d'être nouvelle, c'est qu'en 1995, à Grenoble, avec Médiat, j'avais proposé une journée qui s'appelait du discothécaire au médiateur musical, parcours d'un métier. Parcours, ce qui est bien, c'est qu'il y a un S au singulier comme au pluriel, donc ça avait permis effectivement de couvrir un champ assez large. Et puis, on avait aussi organisé des RNBM à Grenoble en même temps que l'ABF. C'est une question qu'on a traitée ce matin, c'est aussi comment nos associations professionnelles peuvent s'unir, s'associer, s'épauler pour faire avancer des problématiques qui parfois sont considérées comme marginales, extérieures, parfois étranges, et qu'en fait on est autant dans le cœur de métier que d'autres collègues bibliothécaires qui ont d'autres spécialités. J'avais aussi commis quelques articles et quelques interventions pour l'AIBM dans les congrès internationaux, dont l'un qui s'appelait Arlésienne ou vaisseau fantôme, l'insaisissable formation des bibliothécaires musicaux en France. Voilà, et bon, mon anglais ça sonnait vachement bien. Et mais je vous ferai grâce de ça. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons réuni quelques invités de talent. Et donc, je vais vous dire un petit mot d'introduction et puis ensuite leur proposer chacun leur tour de venir vous présenter leur vision, leurs analyses, leurs stratégies, voire leurs propositions pour répondre à nos questions. Et il y aura une part de débat, bien sûr. Donc, discothécaires, bibliothécaires musicaux, médiateurs multimédia. En fait, on est passé d'une logique de support à une logique de contenu, pour ceux qui sont dans le métier depuis un certain temps, et puis de logique de contenu à une logique d'accès, et puis de problématique d'accès à une diversification des services, et puis de la polyvalence à tous les étages. En fait, on a vécu en à peine plus de 50 ans une évolution professionnelle à grande vitesse. Et ceux qui ont eu toute leur vie professionnelle dans cet espace-temps-là ont eu effectivement, comme on le dit beaucoup aujourd'hui, à changer de métier plusieurs fois, sans parfois changer d'employeur. Donc les enjeux aujourd'hui, ils ne portent pas seulement sur le contenu des formations, mais également sur leur format. On verra que le format, c'est une question pas seulement de méthode, mais aussi de temps consacré. Les stages thématiques d'une semaine dans les années 80, qui ont été portés par la Discothèque de France, par la direction du livre au ministère, par le CRFP Médiat, pour lequel j'ai bossé, comme je vous l'ai dit, mais aussi l'association Opéra, dont un grand nombre d'entre vous doivent se souvenir, qui avait permis de faire le relais sous le mode associatif de ce que les institutions peinaient de plus en plus à prendre en charge, mais également par certaines délégations du CNFPT, en particulier celle de Rhône-Alpes, qui a été très active sur ce sujet. Françoise Tounissou d'abord, puis Christophe Pin, qui est depuis de nombreuses années parmi nous. Voilà, ça répondait à une demande très forte d'une génération de professionnels. Mais ces formats longs, ils ont progressivement été remplacés par des formats plus courts. On est passé de 5 jours à 4, à 3, à 2, à 1, et parfois on a du mal à obtenir un ordre de mission pour une journée de formation. Donc je ne veux pas être du tout pessimiste, mais c'est un constat que le droit à la formation a subi également une évolution. Donc il y a eu une évolution des besoins exprimés, des attentes des bibliothécaires, mais aussi une posture des employeurs qui a changé, qui est bien souvent plus réticente, aussi bien pour des raisons budgétaires que pour des questions de gestion de planning. Il y a toutes les raisons affichées, il y a celles qu'on essaye de deviner derrière les refus. Paradoxalement, la succession au moins une dizaine de lois entre 71 et aujourd'hui, dans le cadre de la formation professionnelle, dont la dernière en date, que je trouve importante, c'est 2014-288, donc ça ne fait que 5 ans après tout, qui institue le compte personnel de formation en remplacement des DIF. Les DIF ont été beaucoup utilisés par les centres de formation, beaucoup utilisés pour ouvrir des droits, et on a une sorte de paradoxe, que ces lois qui sont destinées à consacrer et à sécuriser les droits à la formation tout au long de la vie
ne sont pas toujours vécues par le monde professionnel comme une extension réelle des droits et de leurs usages dans la pratique. Donc ça, c'est un paradoxe. On va pouvoir échanger aussi sur cette question-là avec nos invités. Donc cette table ronde, elle a une ambition modeste de présenter un panorama qui sera nécessairement incomplet, mais néanmoins représentatif, je l'espère, du paysage de la formation au métier de la musique en bibliothèque, et de permettre à nos invités, et c'est là-dessus que je compte vraiment sur eux, de décrire leurs stratégies respectives, parce que les catalogues, nous y avons accès facilement, mais par contre les stratégies, on n'en a pas toujours connaissance. Donc c'est bien d'échanger aussi sur ces questions-là. Stratégie contextualisée, opérationnelle, de l'adaptation de l'offre aux évolutions des métiers. Je vous propose donc d'écouter dans l'ordre et de noter vos questions au fur et à mesure pour garder les échanges en fin de matinée, ou ce sera peut-être le début de l'après-midi, nous verrons ça. Nous allons commencer avec Grégoire Tosser, que je vais prier de me remplacer à cette tribune, et qui a préparé un diaporama pour vous. Il est directeur du département musique et art du spectacle de l'université d'Ivry et l'université Paris-Saclay, donc en région parisienne. Et ensuite, nous aurons nos 3 régionaux de l'étape, Laurence Camcam, de Médiatron-Alpes, site de Villeurbanne, Christophe Pain, chef de service. Alors, il le dira lui-même parce que je n'ai pas suivi toutes vos évolutions. Maintenant, c'est service à la population, mais ça inclut la culture. Et puis, Yves Alix, notre hôte de ces 2 jours, qui conclura la matinée avant d'ouvrir les échanges et le débat avec la salle. Je vous remercie. Ok, merci. Bien, bonjour à tous. Oui, je suis effectivement Grégoire Tosser, maître de conférence en musicologie, directeur du département musique et art du spectacle à l'université d'Evry, Paris-Saclay. Je vais vous présenter un projet qui a été porté par le département que je dirige en 2017-2018 et qui a abouti à la diffusion d'un MOOC sur la plateforme Fun, que vous connaissez sans doute, et qui s'appelle donc L'écoute en jeu, sous-titré Une introduction à la musicologie. Donc j'expose rapidement le contexte, les objectifs et puis un peu les résultats auxquels nous avons abouti. Le point de départ de ce MOOC est un appel à projet donc, dans le cadre d'un IDEX de Paris-Saclay qui s'intitulait Numérique pour la formation à distance, et il nous a semblé intéressant de se positionner dans cet appel à projet-là, puisque depuis quelques mois, quelques années, le département et ses enseignants étaient intéressés par cette forme de formation à distance via le numérique, et donc l'idée du MOOC a germé à partir de là. Le constat qui était le nôtre en 2017 quand on a postulé pour cet appel à projet était l'absence presque totale donc, de MOOC consacré à la musique et la relative nouveauté des MOOC en humanité. C'est vrai qu'on a épluché les MOOC francophones. Alors les anglophones sont un petit peu en avance sur nous, mais les francophones les propositions francophones étaient relativement restreintes. Et puis c'est vrai que la volonté et la motivation des collègues du département et puis du service d'accompagnement aux usages du numérique, le service audiovisuel de l'université d'Evry, a été effectivement déterminante. On s'est demandé ensuite, on s'est posé la question de savoir quelle était la porte d'entrée qui était importante pour la musique, et puis on s'est dit que finalement l'entrée naturelle était l'écoute musicale, puisque avant de l'interpréter, avant de savoir la jouer, de la comprendre, de l'analyser, évidemment la pratique la plus répandue et la plus populaire et la plus immédiate était celle de l'écoute musicale. Donc on s'est posé la question on a mis au centre cette thématique dans notre projet. Dans la réalisation, on a profité évidemment de la vulgarisation, de l'accessibilité la plus immédiate de la musique en streaming aujourd'hui, et on a privilégié une volonté d'ouverture extrêmement large, que ce soit géographique, chronologique, stylistique. On a essayé
d'aller chercher un petit peu partout les différentes pratiques de l'écoute musicale et donc les différentes sphères géographiques, etc. Alors c'est vrai qu'on a été restreint par nos moyens aussi, qui sont celles d'un département de musicologie, un petit département de musicologie. Et donc effectivement les musiques représentées correspondent évidemment aux compétences de l'équipe pédagogique. Donc on a eu pas mal de retours sur un large forum, des retours critiques, agressifs, pardon, je voulais dire constructifs, qui évidemment nous ont montré qu'on était effectivement plus attachés au romantisme et à la musique classique qu'à la musique punk et métal et pygmée, mais bon, c'est ainsi, hein, c'est une première mouture. La réalisation s'est faite donc entre le printemps 2017 et l'automne 2018, et donc la diffusion, alors peut-être que certains d'entre vous l'ont suivi, sur Fun en octobre, enfin surtout en novembre et début décembre, et puis ça s'est resté ouvert jusqu'au 1er février. Donc on avait deux objectifs en fait. La définition finalement de la spécificité de l'écoute musicale, apprendre en fait aux apprenants, comme on dit sur Fun, à découvrir cette écoute musicale dans la multiplicité de ses contextes, de ses objets et de ses modalités. Et puis aussi on a essayé, puisque c'est une discipline qui se développe dans la musicologie aussi, de prendre la mesure de la multiplicité des auditeurs selon leur rôle, leur métier, donc avec un aspect aussi un petit peu un attrait sociologique. Le deuxième objectif était l'écoute musicale en pratique, affiner le travail de l'oreille. Alors c'est vrai que là on s'est heurté un petit peu aux limites du MOOC, et c'est vrai qu'on n'a pas pu réaliser tout à fait toutes les mises en œuvre que l'on espérait faire, mais c'est vrai qu'on a essayé de donner quelques clés techniques d'appréhension d'une œuvre, avec des listes, des playlists, des listes d'écoute, essayer de travailler certains exercices pour affiner ce travail d'oreille, et puis on a essayé aussi de faire prendre conscience aux auditeurs et donc aux apprenants du MOOC, leur faire prendre conscience de ces limites de l'écoute musicale. On a abouti à 5300 inscrits, un petit peu plus, presque 6000 sur la fin. Bon, alors c'est vrai que, je ne vous le cache pas, on aurait aimé toucher 150 000 personnes. En même temps, 6000 inscrits en gros, ça correspond peu ou prou à l'ensemble des étudiants inscrits dans les facs de musicologie en France. Donc on s'est dit que finalement ça correspond peu ou prou à notre matière, même si évidemment ce n'était pas limité, loin de là, à ces étudiants-là, et que l'on voulait toucher effectivement un public extrêmement large, puisque le point de départ était une absence totale de prérequis, hein. Il ne fallait pas savoir lire la musique, il ne fallait pas savoir jouer d'un instrument, il ne fallait pas connaître tous les styles musicaux de Bach à Boulez. On avait essayé d'ouvrir au maximum, et c'est vrai que là encore, la sociologie des inscrits nous a appris qu'ils étaient en majorité quinquagénaires et sexagénaires, et que donc ils n'étaient pas amenés à s'inscrire demain matin en fac de musicologie, mais que cette sociologie-là faisait que c'était des gens qui étaient déjà, évidemment, qui avaient déjà une certaine pratique de l'écoute musicale, et donc on a eu du mal, ça a été une des limites de notre MOOC, à toucher justement des apprenants qui soient adolescents ou juste rentrés dans l'âge adulte. Alors évidemment, les premières victimes ont été nos propres étudiants, puisque eux étaient captifs, ils devaient le suivre, donc on a eu un retour direct de ces étudiants-là. On avait un questionnaire, et puis on a fait une sorte de journée de restitution aussi début décembre à Évry. Tout cela nous a conforté dans l'idée que, évidemment, on s'en doutait bien, notre première mouture était perfectible, et heureusement, puisque c'était vraiment une première fois pour les enseignants du département, mais aussi pour le service audiovisuel, même pour la fac d'Évry en général. Et donc, on a une deuxième session qui est envisagée en 2020, qui va essayer de prendre en compte justement les retours et les remarques qui nous ont été faites. Voilà. En tout cas, je reste ouvert pour vos questions tout à l'heure. Je vous remercie.
Bonjour à tous. Je suis Laurence Camcam, je suis responsable pédagogique et administrative à Médiat Rhône-Alpes qui dépend de l'université de Grenoble-Alpes et j'exerce sur le site de Villeurbanne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter l'exemple des CRFCB et de Médiat Rhône-Alpes par rapport à l'offre musicale et en grande partie par rapport à l'offre musicale de la formation continue. Puisque c'est là où nous avons la plupart de nos propositions. Alors la manière dont j'ai recueilli les informations est la suivante. Nous avons depuis 2 ans un logiciel commun à tous les centres dans lequel je suis allée chercher toutes les informations concernant les formations continues musique et puis aussi par mail auprès des directeurs de ces centres de formation qui sont tous universitaires. Donc vous avez donc ici nos références, notre site web et aussi le référence de l'association qui est l'association des directrices et directeurs de CRFCB, c'est-à-dire les centres régionaux de formation aux carrières des bibliothèques. Donc d'abord, qui sommes-nous? Nous sommes un réseau de 12 centres avec 13 sites, puisqu'il y en a 2 pour Rhône-Alpes, un à Grenoble et un à Lyon, avec des compétences régionales ou interrégionales. Alors les CRFCB ont été créés dans les années, fin des années 80, début des années 90 et leur activité de formation ont pour cible principale les personnels de catégorie B et C. Cependant, leur offre concerne aussi les personnels de catégorie A et toutes les personnes intéressées par les métiers du livre et de la documentation plus largement. Alors les statuts, en fait, c'est une vocation régionale et interministérielle, à la fois culture et enseignement supérieur. Donc il y a eu des conventions de création au moment où ces centres se sont formés. Alors les missions, nos missions, mettre en œuvre des actions de formation professionnelle sous la forme de stages courts. Donc Christian, tu rappelais l'évolution des formats. Aujourd'hui, on est beaucoup sur des formats de 2 jours. Mettre en œuvre des sessions de préparation au concours des bibliothèques, organiser des journées des voyages d'études, assurer une mission d'information et de conseil, répondre à des appels d'offres. Ça c'est important puisque nous travaillons avec le CNFPT où nous répondons justement aux demandes d'offres sur la musique et puis les BDP aussi et organiser des formations longues. Alors au niveau du financement, ça c'est très important pour comprendre l'offre. Ces financements en fait sont soit viennent du budget de fonctionnement du ministère dans l'enseignement supérieur et puis il y a en fait des dotations de fonctionnement par le biais de conventions avec les établissements des régions desservies, soit des dotations forfaitaires, soit des préachats de journées. Et puis aussi les ressources propres, les inscriptions individuelles et les réponses aux appels d'offres, le cas échéant, et la subvention DRAC pour certains centres. Donc en ce qui concerne les personnels territoriaux, les subventions DRAC sont extraordinairement importantes puisqu'elles permettent d'avoir des stages gratuits, en accès gratuit pour les bibliothécaires territoriaux et dont les bibliothécaires musicaux. Donc selon les centres et selon l'importance de cette implication de la DRAC, ça peut avoir un impact sur l'offre. Alors les chiffres clés de ces 12 centres, donc on est autour de 500 stages par an, de nombreuses sessions de préparation au concours, plus de 2000 journées de formation et 10 000 personnels en formation, journées d'études comprises, ce sont des chiffres de 2013. Alors, pour discuter de vos projets, de vos besoins de formation, il faut prendre contact avec le centre, avec les différents centres. Donc là, je vous ai mis les différents sites web de ces centres où vous avez tous les contacts nécessaires.
Donc j'en viens maintenant à l'état des lieux des formations musique des CRFCB. En fait, je me suis rendu compte en faisant ce travail que Médiate Rhône-Alpes est le centre le plus présent sur l'offre de formation musicale, puisque nous avons, selon les années, de 2 à 3 stages musicaux courts pour ces personnels. Cependant, au niveau de l'ensemble des centres, en fait, c'est très inégal selon les régions. Donc, par exemple, pour 2020, nous projetons de faire 2 formations. Pour le 2019, sur l'ensemble des centres, c'était 6 formations. Sur 2018, 6 formations, donc sur toute la France. Donc, certains centres n'ont pas organisé récemment, depuis les 3 dernières années, des formations musique. Ils m'ont donc communiqué par mail des formations plus anciennes, par exemple Médiaquitaine, les actions de médiation musicale auprès des jeunes publics 2015 et l'offre musicale en bibliothèque 2014. Alors, ce qu'on peut en dire, que l'offre est d'abord une offre de formation continue, essentiellement. Alors, par recherche mots-clés en musique, je suis aussi tombée sur des formations longues, mais uniquement sur des demi-journées ou des journées intégrées dans des formations généralistes. Donc, on constate des propositions inégales selon les régions. Un nombre de formations, cependant, globalement en hausse ces dernières années. Donc, la musique redevient un sujet de formation, peut-être parce qu'elle est plus perçue comme un secteur d'innovation aujourd'hui. L'offre est centrée beaucoup sur l'actualité, la médiation, l'actualité, c'est-à-dire des bibliothèques musicales aujourd'hui. Et on remarque très peu de formations sur les genres musicaux et le numérique, malgré la demande qui existe certainement dans la profession, et comme l'a signalé l'enquête ASIM qui date de 2014, je crois. Dans les formations longues, par exemple les diplômes d'université, il n'y a pas d'unité d'enseignement spécifique musique. Je n'en ai pas trouvé, mais je vais donner l'exemple de Médiate Rhône-Alpes où il y a quelques années, on a créé une unité d'enseignement médiation et dont on peut voir qu'elle correspond en partie aux besoins de l'évolution des missions des bibliothécaires musicaux dont Christian parlait tout à l'heure. Politique et pratique culturelle, médiation en bibliothèque, recherche documentaire, conduire un projet de médiation, pratique d'animation et de médiation, médiation numérique en bibliothèque. Donc pour revenir sur certaines formations et pour essayer de réfléchir à ces questions-là, la première chose, c'est comment s'exprime la demande auprès des centres. La plupart du temps, en fait, il y a des réunions, des correspondants formation, mais plutôt universitaires. Dans certains centres, il y a des réunions avec les directeurs d'établissements territoriaux, parfois avec des réunions multipartenariales, mais on se rend compte que ce n'est pas forcément par ce canal-là que la demande des bibliothécaires musicaux, finalement, arrive vraiment au directeur de centre. Donc, dans les échanges par mail que j'ai eus avec les directeurs, je dirais que déjà, il y a une demande qui a été relayée en Normandie. C'est le cas pour 2019, la formation « Les droits de diffusion de la musique en bibliothèque ». Cette demande, elle a émané des bibliothécaires musicaux de Normandie. Par ailleurs, il y a aussi des demandes qui passent par les DRAC et le reste du temps, c'est en fait des choses qui sont exprimées en fin de stage, dans les bilans de stage, quand on pose la question quelles sont vos demandes de formation. Donc il n'est pas si simple que ça de recueillir la demande de formation. La plupart des centres dans le domaine de la musique fonctionnent par test. Ils testent, ils proposent une formation et ils voient s'il y a de la demande. Et cela pose la question de la diffusion. Donc je vais prendre
prendre l'exemple, par exemple, d'une formation que j'avais proposée, Jazz en bibliothèque. Nous en avons parlé pendant la phase de préparation du congrès à CIM. À l'époque, je n'avais que 6 agents qui étaient susceptibles d'être intéressés. Peut-être qu'on ne l'aurait pas maintenu. Et grâce à la CIM, qui a diffusé l'information par son réseau, nous sommes arrivés très rapidement à plus de 20 demandes. J'ai fait une formation avec 20 personnes et je n'ai pas pu répondre à toute la demande. C'est-à-dire, j'ai été obligée de refuser des inscriptions. Donc, Christian, tu dis que notre offre est très connue. Moi, je crois qu'elle a du mal à atteindre les personnes vraiment concernées. Et cela met au centre l'importance des réseaux associatifs, qu'ils soient spécifiques, bibliothécaires musicaux, ou qu'ils soient plus généralistes comme l'ABF. Donc je pense que l'ABF a un rôle à jouer là-dedans. Alors, tu posais la question de la stratégie. Je n'ai pas le positionnement pour parler de stratégie. Donc au niveau de la direction, par contre, je peux parler de ma stratégie en termes de responsable pédagogique. Et donc j'essaye à chaque fois, à chaque année, de proposer au moins une formation musique ou une formation cinéma. Et je dirais qu'à Médiate Rhône-Alpes, nous sommes plusieurs à nous intéresser à la musique, ce qui aboutit peut-être au fait qu'on a 2 ou 3 formations par an, ce qui est relativement rare, mais qui trouve son public. Alors, j'en parlais tout à l'heure avec Mathilde Barthes, qui dirige le centre de formation de Lorraine. Et effectivement, on est parfois très très surpris sur la manière dont ça réagit à notre offre. Exemple, une BDP avait demandé une formation sur l'éveil musical, une formation pour accompagner l'éveil musical des enfants et littéraire en même temps, c'est-à-dire une formation musique et conte. Je l'ai proposé ensuite au catalogue et sans aucun travail, je dirais, de communication, j'ai eu plus de 22 demandes, donc nous allons faire une 2e session. Donc nous ne savons pas toujours pourquoi telle ou telle formation effectivement n'aura pas besoin de communication spécifique, comme ça a été le cas pour les genres. Là où nous sommes étonnés également, c'est que sur le terrain, il semble qu'il y ait une grosse demande pour le numérique, mais en termes d'offres, il faudrait y réfléchir. Alors, en termes de réflexion, je pense que Mathilde Barthes vous présentera cet après-midi un travail, alors qui n'est pas sur la musique, mais qui est sur un parcours formateur. Une réflexion que je vous soumets. Serait-il intéressant, au niveau associatif, de réfléchir à un parcours musique? Vous voyez que c'est quand même, il n'y a pas des formations musique, en tout cas pour la formation continue, chaque année dans chaque région. Donc y a-t-il quelque chose à réfléchir là-dessus? Eh bien, je sollicite votre avis sur ces questions-là, sans du tout savoir comment les directeurs de centres pourraient prendre en compte ou pas cette demande. Voilà, je voudrais aussi donner quelques éléments d'information sur la question de l'identité professionnelle. Donc juste une petite remarque. En fait, sur la manière dont nos publics déterminent en fait leur fonction dans les bulletins d'inscription. Je pense que ça a un sens sur le type de public. Alors tout d'abord, je dirais que la majorité de nos publics pour ces formations, ce sont des B et des C. Je pense que ça ne vous étonnera pas. Par exemple, sur un stage, les musiques électroniques, qui a eu lieu 3 fois ces dernières années en Auvergne-Rhône-Alpes, donc sur un de ces stages, 18 stagiaires, 10 B, 8 C. Alors comment ils se dénomment? 4 discothécaires, 3 responsables secteur musique, 1 adjoint du patrimoine secteur musique, 1 employé de bibliothèque agent du patrimoine, 1 responsable secteur jeunesse, 1 bibliothèque de secteur BDP, directeur des réseaux des médiathèques, acquéreur musique, médiateur socioculturel. Donc un certain nombre d'entre eux se sentent une identité professionnelle musicale, d'autres pas. Par exemple, médiateur socioculturel, eh bien, on se rend compte que l'intérêt pour la musique, elle est vraiment liée à l'aspect médiation et moins au domaine artistique musical concerné. Alors justement,
simplement, je voudrais revenir sur une partie de l'offre que je vous ai montrée ici. Quand j'ai effectivement recherché sur Internet, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait des formations qui concernaient les bibliothécaires musicaux, mais qui étaient beaucoup plus larges. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir une séquence ou une demi-journée entière sur la musique. Exemple, comment organiser l'accueil d'un spectacle musical. Donc c'est peut-être effectivement une évolution de la profession, c'est-à-dire que maintenant les personnels, les bibliothécaires musicaux s'inscrivent dans une dimension plus large de médiation généraliste, et peut-être également une piste aussi, c'est tout ce qui est éducation artistique et culturelle. Un des centres avait justement créé une formation dans un cycle éducation artistique et culturelle. Donc ce sont toutes ces questions sur lesquelles il serait intéressant peut-être de réfléchir. Voilà. Alors, je n'ai pas de diaporama. Donc, je suis Christophe Pin, je suis effectivement responsable de service au CNFPT Rhône-Alpes-Lyon. Mon service s'appelle le service population. Et il englobe énormément de choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec la culture et pas grand-chose à voir avec les bibliothécaires musicaux, puisqu'on s'occupe aussi de police municipale, vous voyez, c'est assez large. Pour vous donner quelques éléments sur les éléments d'évolution du CNFPT actuellement et qui peuvent influer sur l'offre qu'on propose aujourd'hui aux bibliothécaires et en particulier aux bibliothécaires musicaux. D'abord, il y a un contexte général. Il ne vous a pas échappé que depuis 2 ans, le CNFPT est dans une phase dans laquelle on est sur des ressources réduites, puisque la cotisation qui était à 1%, qui a été à 1% pendant un certain nombre d'années, donc 1% de la masse salariale des collectivités qui constituait la cotisation au CNFPT, est passée à 0,9% et est maintenue à 0,9% depuis maintenant plus de 2 ans. Donc on fait avec. Une des solutions qui a été trouvée par rapport à cet état de fait, c'est de trouver des modalités différentes de formation. Comme beaucoup d'organismes, et les exemples qui ont été montrés jusqu'à présent le laissent bien paraître, on est aussi dans un contexte dans lequel la formation elle-même évolue énormément. L'existence de MOOC, l'existence de formation à distance aujourd'hui, et les besoins qui sont exprimés en face pour aller sur ces formations-là sont tout à fait présents et prégnants dans le monde de la formation professionnelle. Le CNFPT lui-même a développé un certain nombre de MOOC sur le champ de la fonction publique territoriale depuis quelques années, qui sont également hébergés sur la plateforme Fun d'ailleurs. Pour ce qui est de l'ensemble de nos formations, une réflexion très très large a été élaborée depuis maintenant 3 ans autour du développement des outils de formation à distance. Si vous avez suivi des formations récemment au CNFPT, vous n'avez pas pu passer à côté, puisque on a aujourd'hui, on va dire, pas loin de la moitié, voire suivant les cas, au-delà de la moitié de l'offre qui a cette dimension-là. La dimension de formation à distance, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire des ressources en ligne, ça c'est une première chose, mais ça veut dire aussi un temps de formation qui est totalement différent, puisque le temps de formation en présentiel lui-même va être réduit peut-être dans un certain nombre de cas à 2 jours, ce qui est aujourd'hui le standard, alors que effectivement pendant longtemps on a été sur des formats, comme le disait Christian tout à l'heure, qui étaient plus proches de 4 voire de 3 jours. Aujourd'hui le format standard c'est 2 jours. Par contre le temps de formation lui-même, si on l'élargit à l'ensemble du temps de mise à disposition de plateformes d'échange, de ressources numériques en ligne, etc., on est sur des périodes d'1 mois, voire 1 mois et demi.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire tout simplement que la stratégie de formation, elle est plus du tout la même, que le travail sur les réseaux, il est différent, que le travail sur les réseaux professionnels en particulier peut être alimenté par ce type de formation-là, et qu'au-delà de ça, on a aussi besoin, en tant qu'organisme de formation, de produire un certain nombre de ressources, d'aller chercher aussi auprès des professionnels des éléments qui permettent d'alimenter pédagogiquement ces nouveaux dispositifs. Sur le fond, bien évidemment, ce qu'on peut, je vais parler un peu plus avant de l'offre touchant les bibliothécaires musicaux, mais l'offre touchant les bibliothécaires musicaux, elle n'est quelque part qu'une facette de l'offre qui touche l'ensemble des bibliothèques et de manière générale l'ensemble du monde culturel. Et les grands axes d'évolution de cette offre-là, ils sont aujourd'hui assez bien connus, en tout cas pour les dernières années, et puis peut-être ils changeront dans les années qui viennent, mais en tout cas aujourd'hui et depuis quelques années, on se fonde sur ces grands axes pour travailler. Ils sont premièrement l'impact extrêmement fort du numérique. Et ça, nous, on le constate sur l'ensemble des métiers de la culture, que ce soit les bibliothèques qui sont quelque part les plus habituées à ce type d'outils-là, mais on le constate aussi sur l'enseignement artistique, on le constate aussi sur les métiers du spectacle. Ça infuse dans tous les métiers, même les métiers du patrimoine sont concernés. Donc ça, c'est évidemment une dimension extrêmement prégnante. La deuxième axe important, c'est l'axe de la médiation et de la relation publique. C'est un axe essentiel, bien entendu. Vous-même, dans les métiers des bibliothèques de manière générale, c'est une évolution qui a beaucoup marqué les 10 dernières années des métiers des bibliothèques, avec une ouverture plus grande au public, avec un travail extrêmement fort sur les modalités de médiation, avec des nouveaux outils de médiation, avec de nouveaux métiers liés à la médiation. Donc tout ça, c'est effectivement des tendances qui sont à côté desquelles on ne peut pas passer en formation, on est tenu de les prendre en compte. Et vous êtes, vous bibliothécaires, extrêmement demandeurs d'aide là-dessus, que ce soit d'ailleurs au niveau des outils, des apports d'outils, mais plus largement au niveau des échanges d'expériences. Ce que j'ai vu tout à l'heure dans les poster-sessions est extrêmement intéressant. Nous, ça fait partie, ce type de présentation, d'expérience, d'échange de pratiques, de présentation de bonnes pratiques, ça fait partie des modalités aussi qu'on souhaite développer de plus en plus dans nos formations, et notamment dans les formations qu'on intitule événementielles, qui sont sur des formats un peu comme votre congrès, des formats courts, mais qui permettent un maximum d'échanges en un minimum de temps. Ces échanges de pratiques, ils sont importants, et notamment dans ces échanges de pratiques, il faut prendre en compte aussi une dimension qui est extrêmement importante et de plus en plus mise en avant dans vos métiers, c'est les dimensions de partenariat au-delà de votre métier, de votre univers professionnel, pour aller vers des partenariats touchant au monde culturel plus largement, et puis plus largement encore au monde social, entre guillemets. Donc ça va évidemment générer de nouvelles demandes de formation sur la connaissance des partenaires, sur les modalités de travail avec ces partenaires, et puis sur la façon qu'on a de pouvoir co-construire des projets dans des systèmes de partenariat qui bénéficient à tout le monde. Donc ça aussi, c'est un axe de formation qui reste important. Alors, ces trois axes, on pourrait en trouver d'autres, évidemment, de formation, enfin de stratégies de formation un peu globaux sur le champ de la culture et des bibliothèques. Évidemment, ils se traduisent dans votre monde des bibliothécaires musicaux par toute une série de déclinaisons. D'abord, sur le champ du numérique, évidemment, se repose de manière extrêmement forte la question des politiques documentaires. Comment on traite aujourd'hui les politiques documentaires, comment on traite la question des supports en bibliothèque. On a organisé, il y a quelques mois de ça, au CNFPT de Lyon, une journée à destination des bibliothécaires musicaux, dans lesquelles la question de l'offre musicale et des supports de l'offre était largement abordée. Et pour y avoir assisté en partie, j'ai pu réaliser à quel point effectivement les questions étaient extrêmement
complexe à traiter aujourd'hui en bibliothèque, entre les supports qu'il faut abandonner, ceux qu'il faut garder, ce qui amène à se poser des questions sur j'ai un exemple en tête que vous connaissez évidemment bien, mais qui est-ce qu'il faut ressortir les vinyles aujourd'hui, par exemple. C'est tous ces éléments-là, bien sûr combinés avec la question de l'offre numérique en bibliothèque aujourd'hui, sont évidemment des questions qui ne sont absolument pas résolues et qui vont appeler des réponses adaptées quelquefois à chaque région, à chaque bibliothèque, à chaque contexte social, parce que voilà, il y a un existant, il y a aussi des compétences en interne qui vont permettre de développer telle ou telle action. Donc politique documentaire, la question de la médiation musicale en bibliothèque, là encore, quand on fait le tour de vos poster-sessions, on constate que la question de la médiation est abordée d'une manière extrêmement ouverte, très très large, entre l'organisation de spectacles musicaux en bibliothèque, entre le fait de travailler sur des jeux, comme celui qui a été présenté dans la poster-session, des jeux d'identification, d'écoute musicale, entre le fait de pouvoir travailler avec des réseaux permettant la valorisation de l'offre musicale locale, voire la création, voire susciter la création, de l'accompagner. On a des variétés de modalités qui sont extrêmement fortes. Donc comment on traite ça en formation ? Eh bien là encore, soit on met un focus en traitant une modalité particulière et en essayant d'apporter des outils, des comptes rendus d'expérience, soit on favorise le fait d'avoir un maximum d'échanges autour de ces questions-là qui permettent que chacun aille piocher un petit peu ce qui l'intéresse et puisse repartir avec des contacts, des expériences et puis des bonnes pratiques. Je dirais juste un mot aussi de la question de l'offre concernant les thématiques musicales elles-mêmes, c'est-à-dire les contenus. On en a de moins en moins au CNFPT, après en avoir fait, je pense, beaucoup pendant un certain nombre d'années. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas dans l'offre. Ce sont des choix. On a préféré axer nos jours de formation sur des modalités de travail collaboratif et de travail ensemble avec des partenaires ou avec entre bibliothécaires ou sur des méthodes de travail, plutôt que sur des contenus. C'est un choix, il peut se discuter. Aujourd'hui, on a une offre concernant l'acquisition de connaissances sur les contenus qui est très très répandue sur l'ensemble du monde numérique. Voilà, donc nous on a fait un choix d'y aller moins. On ne sait pas pour autant qu'un certain nombre de collègues en région, dans les CNFPT régionaux, ne continuent pas à programmer des offres là-dessus, et quand il y a des demandes, ils le font. Identifier, c'est toujours la même, ce que disait Laurence tout à l'heure, identifier la demande, c'est compliqué. Voilà. Et puis dernier point, un petit focus particulier sur la question des enfants en bibliothèque. On a aussi dans notre offre depuis quelque temps des choses un petit peu spécifiques sur le travail autour des enfants et de la musique en bibliothèque. La bibliothèque reste un endroit où le jeune public peut être vraiment ouvert à énormément de choses, et la musique en fait partie. Donc ça, c'est des choses qu'on accompagne aussi en formation. Voilà, je terminerai en disant que la stratégie du CNFPT ces derniers temps a été d'essayer de faire en sorte de mutualiser les bonnes idées entre l'ensemble des collègues des différentes délégations régionales du CNFPT. On a fait tout un travail sur l'offre de formation en allant inventorier tout ce qui avait été fait par l'ensemble des collègues partout en France. En 2018, on a fait ce travail-là de manière assez soutenue. Pour info, à l'époque où on a fait cette analyse-là, on a identifié, donc c'était sur 2017-2018, on a identifié 14 stages existants proposés aux bibliothécaires musicaux en France par le CNFPT. C'est assez peu, vous me direz, mais c'est la réalité de ce qui était proposé. Et donc à partir de ces 14 stages, on a essayé aussi de construire des choses sur lesquelles on puisse partager ensemble, et puis sur lesquelles on puisse éventuellement construire des ressources pédagogiques communes. Voilà, donc ça va être une nouvelle offre, elle est déjà un peu en œuvre en 2019, elle sera renforcée en 2020. Voilà, donc
comme Laurence le soulignait, je pense que ce qui est important pour nous, c'est aussi de pouvoir identifier la demande. Et là, je ne pourrais que vous inviter, là où vous êtes, dans la région où vous êtes, à faire remonter vos demandes en termes de formation auprès des conseillers au CNFPT, de leur exprimer quelles sont les demandes prioritaires et de les aider aussi à mobiliser les réseaux, parce que c'est vrai qu'on n'arrive pas toujours à les remplir, ces stages. C'est toujours compliqué pour nous de ramener du public, et quand on arrive à les remplir, ça se voit, et on peut aussi s'appuyer dessus pour pouvoir développer cette offre-là. Quand on a des stages qui ne se remplissent pas, c'est beaucoup plus difficile l'année suivante de défendre des stages sur ces thématiques. Donc voilà, merci pour votre aide pour soutenir toute cette offre qu'on espère arriver à développer dans l'avenir. Merci. Merci Christophe. Donc Ivalix va conclure ce rapide panorama et puis nous ouvrirons donc la séance des questions et des échanges. Merci Christian. Je n'ai pas non plus de diaporama. Avant de commencer, je voudrais rebondir sur une information qu'a donnée Christophe Pain à propos des CD, des DVD, de la question qui était posée, faut-il remettre les vinyles? Je voudrais attirer votre attention sur une enquête qui a été faite par l'Ipsos, je crois, qui a été présentée lors d'une table ronde au Salon du Livre, il y a quelques jours. Cette enquête Ipsos est une enquête assez importante qui s'adressait aux non-usagers des bibliothèques. Dans toute la France, je crois qu'il y a eu 5000 personnes qui ont été contactées. Et parmi les très nombreuses questions, il y en avait une qui, en substance, parce que j'ai pas l'intitulé exact, demandait à des donc non-usagers en bibliothèque que l'enquête répartie en 3 catégories. Ceux qui estiment qu'ils n'ont pas besoin des bibliothèques parce qu'ils se fournissent tout seuls, ceux qui ne veulent plus aller en des bibliothèques parce qu'ils ont d'autres loisirs, d'autres centres d'intérêt, ça ne les intéresse plus, et ceux qui estiment, je schématise, que la bibliothèque n'est pas pour eux. Et en fait, en direction de ce 3e public, la question était, mais dans les bibliothèques, il n'y a pas que des livres, il y a des CD et des DVD. Est-ce que ça ne serait pas une raison pour vous d'y aller? Et la réponse unanime est au contraire, qu'avons-nous à faire de ces vieux objets qui ne correspondent plus à rien aujourd'hui, en particulier dans nos pratiques d'écoute ou nos pratiques de vision. Mais le vinyle redevenant un objet tout à fait à la mode, la question pourrait peut-être être posée autrement. Voilà, fin de la parenthèse préambulatoire. Alors, je vais en fait articuler mon propos en 2 parties, je serai assez bref, vous verrez, sinon Christian m'arrêtera. D'une part, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas à l'ENSIB, et d'autre part, quelles sont pour nous, à l'ENSIB, vu de l'ENSIB, les questions communes à l'ensemble des organismes de formation, donc nos partenaires, et comment on pourrait les aborder ensemble. Je vous renvoie à ce que disait Philippe Marceau hier dans la première table ronde, qui faisait le constat que depuis assez longtemps, on ne forme plus, dans les établissements nationaux comme l'ENSIB, les bibliothécaires et les conservateurs à la musique. En tout cas, pas à la musique, mais à la gestion des collections et des documents musicaux. En effet, aujourd'hui, à l'ENSIB, si vous regardez le programme de formation des élèves conservateurs, qui restent 18 mois dans la maison, c'est assez important quand même, ou des élèves bibliothécaires qui, eux, ne restent que 6 mois, il n'y a nulle part d'UE ni d'option consacrée aux bibliothèques musicales. Voilà. Ça n'est pas une volonté de les écarter, c'est en fait le résultat d'une très longue histoire, parce que ça fait en fait très longtemps qu'il n'y a plus rien sur les bibliothèques et les collections musicales dans les formations de fonctionnaires de l'ENSIB. Essayons d'expliquer pourquoi. Première explication, donc comme nous formons des conservateurs, des bibliothécaires, donc des cadres A, nous ne proposons plus depuis longtemps une formation de niveau technique. Effectivement, on ne propose rien sur la musique et les documents musicaux, mais on ne propose plus rien non plus sur le catalogage ou sur l'indexation. Les plus anciennes et les plus anciens d'entre vous se souviennent peut-être d'époques où, effectivement, à l'école des bibliothécaires, on apprenait le catalogage, on apprenait l'indexation.
c'est fini et ça ne reviendra pas de toute façon. En fait, on travaille surtout sur des transversalités dans des formations qui sont des formations très généralistes, qui ne sont donc pas destinées à isoler des types de documents ou des types de publics. On travaille sur tous les documents, on travaille sur tous les publics, on travaille sur tous les domaines et sur toutes les disciplines. Et donc, c'est l'ensemble des problématiques professionnelles qui sont intégrées dans la formation. Par exemple, si on parle de politique documentaire, les intervenants qui vont parler de politique documentaire, prenons l'exemple de Jérôme Pouchol, qui intervient régulièrement avec nous, qui intervient aussi régulièrement avec Médiate Rhône-Alpes, eh bien, il parlera de la politique documentaire pour les livres adultes, pour les livres jeunesse, mais aussi pour la musique et pour le film. Si on parle de politique des services, c'est exactement la même chose. Les services sont destinés effectivement à être rendus à tous les types de publics en bibliothèque et donc vont intégrer normalement l'ensemble des problématiques. Idem pour l'aménagement. On a une UE assez développée sur la construction et l'aménagement des bibliothèques et bien évidemment l'espace musique, l'espace image seront pris en considération. En fait, on retrouve la même approche que dans l'UE, ce que vous disiez Laurent, sur l'UE médiation, hein, par exemple, dans les formations longues à Médiadis. Ça, c'est donc deux premières explications. Une troisième explication, un petit peu plus tordue, c'est qu'on n'a plus de demande. Et en particulier, on n'a plus de demande depuis 2015, c'est-à-dire que depuis qu'on ne forme plus les conservateurs territoriaux. C'était la même chose avant quand on formait les bibliothécaires territoriaux. La seule demande, elle n'est pas négligeable, et nous la prenons en compte, c'est celle des agents de la ville de Paris. Dans une promotion de 30 élèves conservateurs, il y a 2 élèves qui vont aller à la ville de Paris. Même chose pour les promotions de bibliothécaires. Enfin, c'est plus variable pour les bibliothécaires. Et là, effectivement, on a une orientation beaucoup plus lecture publique et donc une demande beaucoup plus clairement formulée d'aborder ces questions que l'on ne va pas trouver ailleurs. Parce que, et donc c'est mon explication suivante, c'est que si on n'a pas de demande, il faut aller chercher la raison pour laquelle on n'a pas de demande. Et la raison, elle vient essentiellement de ce que sont les débouchés de la formation des fonctionnaires aujourd'hui pour l'ENSIB. Et les débouchés, c'est-à-dire les affectations, puisqu'il s'agit de fonctionnaires. Pour les conservateurs, 2 tiers au moins des conservateurs qui sortent de l'école, les prochains vont sortir fin juin, vont aller dans les bibliothèques de l'enseignement supérieur, de la recherche et les bibliothèques dites de grands établissements. On est toujours dans la sphère enseignement supérieur et recherche. Le 3e tiers, et il n'y a pas de 4e tiers comme chez Pagnol, il y a un 3e tiers, il va être partagé entre la BNF, qui d'ailleurs a beaucoup diminué ses recrutements ces dernières années, pour des raisons essentiellement financières, et la BPI, mais c'est un poste tous les 2 ans au mieux, et les bibliothèques municipales classées, où on envoie des conservateurs mis à disposition, et c'est 1 ou 2 chaque année. C'est-à-dire que vraiment, il y a un focus très majoritaire de l'établissement, quand il forme des conservateurs ou des bibliothécaires, vers les bibliothèques de l'enseignement supérieur. Et là, je vais me tourner vers vous, puisque donc vous êtes maître de conférence, musicologie, dans un département musique et art du spectacle à l'université Ivry-Val d'Essonne. Donc je suppose, je ne sais pas la réponse, hein, je vous pose vraiment la question innocemment, enfin pas tout à fait. Est-ce qu'il y a une bibliothèque propre au département ? Donc les moyens documentaires sont dans la bibliothèque centrale à Ivry. Oui, tout à fait. Voilà. Alors vous travaillez, vous, régulièrement avec les bibliothécaires de la bibliothèque municipale, de la bibliothèque, pas municipale, la bibliothèque d'Ivry, pour le fonds musicaux. Oui, constamment. Oui. Et avec qui vous avez affaire? On a affaire à une bibliothécaire, oui, qui est catégorie B, oui, et une responsable du fonds qui est une catégorie C. Voilà. Donc pas au cadre de la bibliothèque. Non. C'est un bon exemple. Mais Bon, ça va. Merci. voilà. Et l'autre cas de figure, et je pensais que ça pouvait être celui-ci, donc vous m'avez détrompé, mais l'autre cas de figure qui se retrouve très très souvent, c'est celui-ci. Vous avez un département de musicologie à l'université,
ou une UFR de musicologie, il y a une bibliothèque de musicologie, et qui gère la bibliothèque de musicologie? Une personne qui n'est pas de la filière bibliothèque, qui est un musicien ou une musicologue qualifiée, mais qui est dans l'univers de l'enseignement supérieur de la filière ITRF. Voilà. Encore une raison pour laquelle, effectivement, nous n'avons aucun motif ici, aujourd'hui, quand nous formons les conservateurs ou quand nous formons les bibliothécaires, de former des spécialistes des documents musicaux et des collections musicales. Je ne cherche pas des excuses, j'essaie de vous donner des explications. Alors la dernière explication, à mon avis, c'est que, en fait, il faut travailler sur des approches essentiellement transversales, ce que nous faisons dans les formations, parce que qu'il s'agisse de lecture publique, qu'il s'agisse de patrimoine et de conservation, qu'il s'agisse de gestion de fonds spécialisés, en fait, les personnels que nous formons, donc, ont vocation à être essentiellement des cadres dirigeants, des managers. Ils doivent être en mesure, donc, de prendre en compte l'ensemble des questions qui vont être posées dans la bibliothèque et l'ensemble des contenus et des offres de services. Et donc, je trouve que c'est un petit peu dommage que quand un maître de conférence en musicologie qui est au département musique et art du spectacle dans une université, qui est une importante université de région parisienne, dialogue avec des représentants de la bibliothèque, donc sur les fonds et sur les services liés, il ne dialogue pas avec le directeur ou la directrice de la bibliothèque ou éventuellement le directeur ou la directrice adjointe chargée des collections. Hein, c'est pas à vous que leur reproche s'adresse. Voilà. Alors, notre solution aujourd'hui, quand nous avons effectivement à prendre en compte la présence dans une promotion d'élèves conservateurs ou de bibliothécaires stagiaires qui ont effectivement un profil spécialisé musique, hein, qui est en fait un profil antérieur au moment de l'entrée, c'est d'essayer d'accompagner le mieux possible cette personne, par exemple, sur le mémoire d'études, sur la thématique du mémoire d'études. On ne va pas dire, puisque vous êtes spécialisé en musique, ben vous allez faire un mémoire d'études sur toute autre chose, ça vous fera les pieds. Non, au contraire, on va accompagner, effectivement, et on va accompagner jusqu'au profil de poste pour l'affectation. C'est-à-dire qu'on va chercher, on va effectivement identifier le besoin et dialoguer le plus en amont possible avec les établissements susceptibles d'accueillir cet élève en leur disant « nous avons un élève ou une élève spécialisée effectivement en musique, en musicologie, est-ce que ce profil, dans 18 mois ou dans 12 mois, a un poste qui pourrait être approprié à ses compétences ?» Voilà. Et la dernière chose que je voulais dire donc, sur cette absence assumée de parcours spécialisé ou d'UE spécialement sur les documents musicaux, c'est qu'en fait, nous concentrons aujourd'hui l'essentiel de nos efforts. C'est vraiment un des grands apports de la réforme que nous avons entreprise avec la directrice des études depuis 2015. Nous concentrons nos efforts, en fait, sur des modalités pédagogiques et en particulier sur les travaux en mode projet et les travaux des groupes projets. Tout le premier semestre de la formation des conservateurs est consacré à la construction d'un projet collectif par groupe de 6 ou 7, effectivement, avec une soutenance, hein, donc un rapport collectif et une soutenance. Ça donne d'ailleurs d'excellents résultats. Eh bien, deux des projets de la promotion qui va sortir étaient consacrés effectivement à des collections musicales dans des bibliothèques. Donc, ça permet d'appréhender à ces futurs cadres la nécessité effectivement de faire travailler les équipes en groupe projet, quelle que soit la thématique de ces projets. Sur les formations universitaires, sur les masters, on se retrouve devant la même problématique. Mais il faut dire aussi que compte tenu, en fait, du profil de l'école, sciences humaines et sociales, sciences de l'information et des bibliothèques, on n'attire absolument pas sur nos formations de master, ou très rarement, des jeunes étudiants ou étudiantes qui veulent travailler qui se destinent à travailler sur des collections musicales. Il y a quelques exemples, mais c'est une personne tous les 2 ou 3 ans, guère plus. Mais encore une fois, même sur les formations universitaires, sur les masters, il reste possible aujourd'hui de faire travailler les étudiants soit effectivement dans des groupes projets, soit sur des
mémoire, puisqu'il y a un mémoire de master qui est plus difficile, qui est plus long à faire que le mémoire d'études et de recherche des élèves conservateurs, de travailler sur ces problématiques-là. On peut l'accompagner, d'autant plus que, par exemple, nous travaillons sur le parcours culture de l'écrit et de l'image, qui est un parcours plutôt patrimonial et plutôt histoire du livre. Nous travaillons en co-accréditation avec Lyon 2, l'université Lyon 2, et donc avec Lyon 2, nous avons suffisamment de ressources au sein de l'université de Lyon 2, où il y a un très remarquable département de musicologie, pour effectivement accompagner des étudiants qui travailleraient sur ces questions. Voilà, alors, bon, maintenant, on peut se poser la question en prenant un peu de recul. Je ne sais pas si ce que nous faisons aujourd'hui est la bonne solution. En fait, c'est du pragmatisme. Nous nous sommes adaptés au profil des élèves, disons, qui est un profil à peu près constant depuis 10 ans. Mais donc, la conséquence, c'est que nous ne formons plus du tout, ici à l'ENSIB, qui est quand même un établissement censé être de référence, les bibliothécaires musicaux. Faut-il réimaginer demain une filière pour les bibliothèques musicaux, très large, en partenariat? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que s'il fallait l'imaginer, il ne faudrait pas l'imaginer ici à l'ENSIB, où nous accueillons des étudiants et des élèves post-concours, post-licence, mais il faudrait l'imaginer post-bac. Voilà. Ça, c'était le premier élément. Alors, cela dit, sur l'ENSIB, nous sommes aussi quand même un établissement de formation continue. Nous n'avons pas effectivement la même dimension, forte dimension formation continue que les CRFCB, parce que ça n'est pas la mission d'origine, mais nous travaillons en partenariat de plus en plus régulier, étroit avec les CRFCB. L'ENSIB est co-signataire d'une convention, qui est une convention à 13 ou à 14, je ne sais plus, entre les 12 CRFCB, l'ENSIB et le ministère de l'Enseignement supérieur, qui est une convention de partenariat. Nous hébergeons par exemple ici le logiciel de gestion des formations des CRFCB, et nous en sommes très, très, très contents. Mais par ailleurs, nous travaillons aussi sur le contenu de l'offre de formation pour essayer d'être complémentaires. Alors, en matière de FTLV, on n'a pas énormément de choses à signaler, mais tout de même, un stage. Donc dans l'offre FTLV, un stage qui a eu lieu en 2017, qui était animé par votre ancien président et votre ancienne vice-présidente. Stage qui va être renouvelé, qui n'a pas été renouvelé en 2018, mais qui va être renouvelé en 2019. Il est annoncé donc pour novembre, il est dans le programme, et il aura lieu à Paris. S'il n'a pas eu lieu en 2018, non, 2017. 2017-2019. Il n'est pas sur le programme 2018. Il y a eu une année blanche. Je me trompe, Sophie? Vous êtes sûre? J'ai vérifié dans les... Elle est venue, mais peut-être vous êtes venue pour une autre excellente raison. Voilà. Alors, cela dit, il faut souligner que, dans tous les cas, eh bien, on ne remplit pas facilement ce stage. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut faire un effort de communication pour remplir toutes les places qui sont offertes. Voilà, première partie. Deuxième partie, en fait, qui est un peu, disons, une réflexion que j'essaie de partager avec vous. Quelles sont les pistes pour avancer sur ces questions? La première, j'y ai fait allusion hier dans le discours d'introduction. Je ne sais pas si Philippe en a parlé, mais on pourra vous en parler. Nous souhaitons vivement abriter ici un observatoire des métiers des bibliothèques. Nous travaillons beaucoup sur les référentiels métiers. Nous pensons que c'est nécessaire. Ces référentiels évoluent. Nous constatons la dispersion des efforts, malgré effectivement nos recherches de partenariat et de complémentarité. Et nous pensons que les métiers évoluent si vite et que les tutelles, les ministères sont si, comment dirais-je, si impuissants devant ces évolutions qu'il appartient aux établissements de formation de s'armer pour créer cet observatoire des métiers, parce que c'est à travers l'observation des métiers qu'on pourra travailler sur les métiers de demain et donc les formations nécessaires aux métiers de demain.
Deuxième réflexion, ce qui me paraît le plus important aujourd'hui, c'est l'articulation dans nos formations entre l'aspect spécialisé, gestion des collections, domaine, discipline, par exemple la musique, hein, et les fonctions managériales, les fonctions d'encadrement d'équipe, les fonctions d'animation, les fonctions de gestion de projet. C'est très difficile à articuler, mais c'est nécessaire parce que quand on construit un projet, par exemple, on ne construit pas in abstracto, on construit à partir de quelque chose, et ce quelque chose, ce sont les collections. Et par ailleurs, autre réflexion, il faut se poser la question des filières, c'est-à-dire, par exemple, s'il y a une filière identifiable et stable qui pourrait s'appeler collection et patrimoine musical, par exemple, avec comme débouché la BNF, les grandes collections patrimoniales, eh bien, il faudrait pouvoir organiser un ensemble de formations, mais vraiment dès la sortie du bac jusqu'à la prise de poste autour de cette filière. Alors, les départements musicologie font partie font et feront partie du dispositif, mais les départements de musicologie ne sont pas des organismes de formation professionnelle. Voilà. Donc, il faut aussi prendre en compte l'aspect professionnel. Il y a une problématique commune à tous les organismes de formation qui est que nous manquons d'une visibilité réelle sur l'ensemble de l'offre de formation. Et donc il faudrait pouvoir construire, ça ferait partie, c'est un des éléments, une des briques de l'Observatoire, une cartographie nationale des formations, par niveau, par filière, par débouché, etc. Voilà, pour assurer la complémentarité entre les opérateurs. On y travaille très bien, parce qu'on a effectivement, on travaille dans de très bonnes conditions, et avec le CLFPT, et avec l'INET, et avec les CRFCB. Mais on n'a pas, à mon avis, la force de frappe pour arriver à construire cette cartographie. Alors, je conclurai en disant que je lis une question qui était dans les échanges que nous avons eus avant le débat, donc échange animé par Christian. Question qui était celle-ci: comment former les directeurs d'établissement à l'importance de la composante musique? Voilà. Donc cette question, je la prends pour moi, puisque je forme des directeurs d'établissement. Je donne 2 éléments de réponse à votre réflexion. Il faut que la composante musique, mais c'est vrai aussi pour la composante cinéma, la composante jeunesse, etc., soit toujours incluse, pas seulement comme un impensé, mais incluse dans l'écriture des projets, dans tous les projets que nous montons. Mais la question n'est malheureusement pas dans les mains des établissements de formation, mais dans les mains des décideurs, c'est-à-dire les collectivités, les tutelles, parce que c'est elles qui, aujourd'hui, sont en mesure de dire quels moyens elles vont pouvoir mettre à la disposition de cette construction difficile qui est la construction d'une offre de formation cohérente sur le territoire. Voilà ce que j'avais à dire à ce niveau-là. Merci.